Dans le domaine commercial au sens large, le Québec a été l'initiateur de l'accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne. Parce que plusieurs domaines étaient de juridiction et de compétences constitutionnelles du Québec, l'Union européenne a insisté auprès du gouvernement fédéral pour que le Québec et les autres provinces participent à la négociation et ultérieurement, éventuellement, à la ratification du traité éventuel. C'est la première fois, il faut le souligner, dans l'histoire canadienne que les provinces et le Québec sont associés formellement à un accord international de cette envergure. Pour mémoire, voici quelques repères. La signature de l'accord intervient le 30 octobre 2016 à Bruxelles. Et fait exceptionnel, 3 premiers ministres québécois sont présents. M. Charest, M. Couillard et M. Johnson. Le président de la Commission européenne, M. Jean-Claude Juncker, ne manque pas d'ailleurs de souligner leur présence et aussi la contribution du Québec dans cette démarche et de la négociation de ce traité. Le Parlement québécois a ratifié le 14 juin 2017 cette entente, tandis que l'Assemblée nationale française l'a fait 2 ans plus tard, en juillet 2019. Toutefois, le président Macron n'a pas encore promulgué cette ratification. D'ailleurs, plusieurs autres pays d'Europe ne l'ont pas fait. L'Allemagne, l'Italie, la Grèce et plusieurs autres. Ils ne l'ont pas fait parce qu'il y a un certain nombre de dissensions dans les populations et sous la pression de groupes écologiques environnementaux comme Greenpeace. Pour nous aider à comprendre les enjeux de ce traité et des retombées espérées pour les Français et pour les Québécois, nous avons le plaisir de recevoir Maître Pierre-Marc Johnson, ancien premier ministre du Québec. Il a été le négociateur en chef pour le Québec de cet accord durant les longues années de tractation et de négociation, 7 ans, c'est tout dire. M. Johnson est interrogé par M. Paquin. Alors, M. Pierre-Marc Johnson, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez été au premier rang d'une négociation internationale importante pour le Canada, c'est celle de l'accord économique et commercial global qui a commencé en 2008, et vous aviez le rôle de négociateur en chef du Québec. Qu'est-ce que c'est être un négociateur en chef pour le Québec dans un accord de commerce? D'abord, bonjour, M. Paquin. C'est un plaisir de vous voir à nouveau, professeur Paquin. Et salutations à l'auditoire qui participe à ce séminaire. Bon, essentiellement, l'accord économique global entre l'Union européenne et le Canada, ou le CETA, comme on le dit en France, dans l'acronyme anglais, est un accord qui exigeait, aux yeux des Européens, la participation des États de la Fédération canadienne. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre des demandes européennes étaient des demandes qui touchaient les domaines qui relèvent des provinces dans la Fédération canadienne. Il fallait donc que les provinces soient présentes à cette négociation. Le Québec a donc nommé un négociateur en chef qui était moi, mon rôle étant un rôle d'abord de coordonner les éléments de la fonction publique participant à la négociation, l'identification de nos objectifs, les moyens, etc. Deuxièmement, de participer à la négociation proprement dite avec les représentants européens. Troisièmement, de m'assurer des suivis politiques, à la fois au niveau du Québec et du Canada, puisque c'était mon mandat de la part du premier ministre du Québec également de communiquer avec d'autres juridictions canadiennes et le gouvernement canadien au niveau ministériel. Donc, ce travail en a été un pendant 7 ans de débroussaillage d'objectifs, de déploiement d'efforts dans la négociation et éventuellement d'une ratification qui n'est pas encore faite en France, cependant. Quels étaient les objectifs du Québec dans la négociation, ce qu'on appelle plus communément les intérêts offensifs du Québec, puis aussi quels étaient les intérêts défensifs dans la négociation? Alors, du côté du Québec, les intérêts offensifs, si on veut,
c'est un drôle de vocabulaire, mais en fait, c'est comme ça. Ouais. L'accès au marché, de façon générale, bon, le marché européen, le marché français, en particulier pour nous, sont des marchés importants. La France est notre 5e pays d'exportation, notre 2e en Europe après l'Allemagne. Un climat, la création d'un climat sur le plan des investissements qui permettent des investissements importants de France au Canada et en particulier au Québec, et finalement ce qu'on appelle l'exception culturelle. C'est-à-dire une façon pour nous de ne pas de ne pas connaître d'obstacles dans les efforts que l'État déploie chez nous pour la culture française, notamment dans la politique du livre, la politique du film. Et parfois, ces efforts de la part des États se voient confinés à des situations difficiles à cause des accords internationaux. Donc, c'est l'exception culturelle que nous demandions et que nous avons obtenue d'ailleurs. Du côté de ce qui était purement défensif, c'était de nous assurer que, essentiellement, dans le domaine du transport, nous puissions exercer un certain contrôle sur les équipements de transport lourd et qu'on puisse en retenir certaines retombées localement. Tout ça n'est que partiel, mais nous sommes parvenus à le faire. Finalement, nous défendions ce que nous appelons ici la gestion de l'offre en matière de produits laitiers, c'est-à-dire que nous avons au Canada des tarifs très élevés en matière d'importation de fromage. Et puis, nous étions conscients qu'il fallait faire peut-être une concession en cours de route, mais nous ne tenions pas à ouvrir complètement cela. D'ailleurs, le négociateur européen à l'époque m'avait dit vous allez tout mettre sur la table, y compris en matière de fromage. Ben, j'ai dit on va faire même plus, si vous voulez, à condition que vous cessiez les subventions au secteur agricole en France, en Europe. Alors, on s'est revus comme ça à la table et puis ça a fini avec un quota pour le fromage, particulièrement du côté français. Du côté des Français, leurs grands objectifs étaient l'accès au marché public au Canada. Deuxièmement, le secteur agroalimentaire de façon générale. Et troisièmement, des objectifs en matière d'institutions financières. De ce côté, le Canada aussi avait des objectifs, mais c'est un domaine comme l'agriculture qui est un domaine de chasse gardée des ministères. L'agriculture tire toujours son épingle du jeu dans les négociations internationales. Et c'est la même chose pour les ministères des Finances quand on parle des institutions financières. Cependant, de ce côté, il y a eu un certain assouplissement du côté et canadien et européen. On sait que la France a joué un rôle clé pour favoriser le lancement des négociations, en fait, la relation France-Québec en général, c'est bien admis maintenant, mais pendant la négociation comme telle, est-ce qu'il y a eu des points de divergence importants entre la France et le Québec ou c'était plutôt des alliés dans cette négociation? Ben, je dirais qu'il y a eu 3 zones je ne dirais pas de conflit, mais de divergence quant à l'approche. La France n'était pas pressée de conclure. Notre perception, c'est que la France a longtemps retenu la négociation du côté européen pour que les offres soient mises sur la table. Et d'ailleurs, nous avons dû faire des interventions auprès du gouvernement français en leur demandant de donner un peu plus d'espace aux négociateurs européens. Deuxièmement, sur la question, évidemment, du fromage, bon, les demandes étaient énormes et on a dû, nous, faire atterrir ça à un niveau plus acceptable pour nos agriculteurs, non subventionnés dans le secteur du fromage. Et finalement, sur le plan des institutions financières, je l'ai évoqué tout à l'heure, la France aurait voulu que les institutions financières françaises puissent faire ce qu'on appelle du détail ici, c'est-à-dire puissent s'adresser aux consommateurs qui pourraient ouvrir des comptes de banque, etc.
le Canada s'y objectait, et d'ailleurs, comme la France s'y objectait quant aux institutions canadiennes. Alors, le compromis intéressant qui a été trouvé de ce côté-là, c'est que tout en n'autorisant pas la sollicitation du public en général en matière d'institutions financières, l'accord permet aux citoyens qui choisissent d'utiliser les services d'une institution financière, puisque l'accord interdit à l'État de sanctionner ses citoyens. Donc, il y a une certaine ouverture qui a été faite sur les choix des consommateurs en matière d'institutions financières, bien que ce soit une ouverture, je dirais, assez timide. La France et le Québec ont joué un rôle très important pour l'adoption d'une convention internationale sur la diversité des expressions culturelles de l'UNESCO. Est-ce que cette entente-là puis la relation France-Québec a influencé la négociation de la SCG? Autrement dit, est-ce que le Québec et la France étaient les défenseurs de la diversité des expressions culturelles ou est-ce que vous sentiez que c'était un peu plus compliqué du côté européen? Oui. Alors, je vous dirais, c'était un peu plus compliqué du côté européen pour les deux raisons de base étant, d'une part, qu'il y avait peu de sensibilité à Bruxelles autour de ces enjeux dits culturels dans une négociation commerciale. Ce qui n'est pas étonnant. Le Canada, lui, est sensible à ces questions, notamment à cause du Québec. Alors ça a été le premier niveau de résistance. Peut-on parler de diversité culturelle? On avait l'impression de l'autre côté de la table, de quoi parlez-vous? Bon, alors ça a été un peu long. Deux, nous étions convaincus que la France serait un allié extrêmement important dans cette recherche de reconnaissance d'une exception culturelle reliée à cette convention. Mais la France était essentiellement intéressée au secteur audiovisuel, ce qui était beaucoup plus limité que ce que nous recherchions comme protection en matière culturelle. Et finalement, il aura fallu qu'on soit plus qu'insistant au niveau québécois et canadien pour obtenir notamment que notre politique du livre puisse être maintenue par des mesures qui, d'un point de vue purement commercial, peuvent être considérées comme discriminatoires, mais qui, au nom de l'exception culturelle, sont importantes. L'exemple de ça que je donne souvent, un jeune poète québécois peut être publié dans une maison d'édition québécoise, mais si cette maison d'édition, s'il n'y avait que des maisons d'édition françaises, je ne sais pas vraiment la place qu'aurait cela quand on vend 300 copies. Alors que les maisons d'édition françaises sont habituées à un marché beaucoup plus important. Alors, il était donc important de maintenir, à la fois en matière de cinéma, ce qui n'était pas à l'égard de la France, évidemment, mais plus des États-Unis, et en matière de la politique du livre, la capacité pour l'État d'intervenir et en subventionnant ses activités. Vous avez dit tout à l'heure que la mise en œuvre de l'accord n'était pas complétée dans le cas de la France. Dans les faits, les Québécois sont un peu conscients de ça, mais au sein de l'Union européenne, il y a la mise en œuvre provisoire qui touche l'essentiel de l'accord, mais il y a un certain nombre d'éléments qui nécessitent une ratification des États membres. Alors, où en est le processus? Puis est-ce que du côté du Québec et de la France, on est satisfait d'où on en est ou est-ce qu'il y a encore des écueils sur le chemin de... Ouais. Alors, c'est intéressant. Le Québec a fait en sorte que l'accord s'applique, comme le Canada d'ailleurs, à cause de la notion d'application provisoire du côté européen. Le Canada, lui, est allé plus loin. On a carrément ratifié l'accord. Le Québec a modifié sa propre législation afin de permettre notamment l'ouverture dans le secteur des infrastructures, des marchés publics, etc. La France n'a pas ratifié. Non seulement elle n'a pas ratifié, mais il y a eu, on l'a entendu, des combats bec et ongles contre le CETA en France. Pourtant, quand on regarde les chiffres, le Québec a augmenté de 6 en valeur ses exportations vers la France depuis 2016, alors que la France a augmenté de 36 mes excuses.
la France a augmenté de 36 la valeur de ses exportations vers le Québec. Et en ce sens-là, l'application provisoire démontre que le CETA est une bonne chose des deux côtés de l'Atlantique. C'est un peu comme l'accord avec la Corée que l'Union européenne avait signé et il aurait fallu, je crois, 6 ou 7 ans avant qu'il ne soit ratifié par tout le monde. Je suis de mon côté relativement optimiste quant à tout ça parce que tout le monde y trouve son compte quand on regarde ça. Et particulièrement pour la France dans le secteur agroalimentaire, dans le secteur de l'aviation et de l'avionique, et dans le secteur des produits pharmaceutiques, des produits de beauté et des vêtements et appareils de luxe. Tout cela a connu des augmentations assez vertigineuses du côté français. Du côté québécois, du côté de l'avionique, on a augmenté beaucoup. Du côté des métaux, notamment du fer, l'augmentation a été ralentie à cause de la diminution des prix, évidemment, sur les marchés internationaux, notamment dans le contexte de la COVID. Et les investissements français au Québec ont augmenté de façon extrêmement sensible, particulièrement du côté des technologies de l'information. Et puisque Montréal, notamment, est considéré comme un des 3 hubs, passez-moi l'expression de l'Académie française, en matière d'intelligence artificielle, avec la région de San Francisco et la région de Boston. Et en ce sens-là, on voit ici une présence française extrêmement importante, évidemment aussi dans l'aviation, puisque Bombardier a vendu une partie de ses effectifs à Airbus. Donc, du côté de l'investissement français au Québec, les choses vont très bien. Monsieur Johnson, merci infiniment pour cet entretien. Ben, c'est moi qui vous remercie et excellent colloque. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. On comprend mieux maintenant les tenants et aboutissants de cet accord très important. Alors, vraiment, merci à M. Johnson et à M. Paquin.